Voilà, l'auteur du livre Congo Gomola. Ça, c'est la journaliste, la savante. Voilà, Tédé Fitula. Les journalistes veulent savoir quelles sont vos impressions avant les vernissages. Je suis calme, je suis serein. C'est un travail que j'ai fait depuis un certain nombre d'années. Mon sentiment le plus profond n'est pas tant de réussir le vernissage en soi, mais plutôt de transmettre des connaissances antiques, des connaissances anciennes, des connaissances de nos aïeux, des afro-ascendants aux afro-descendants. Qu'est-ce que les gens peuvent attendre de vous après le vernissage? Quel est le message clé du vernissage de ce livre? Le mot-clé du vernissage, c'est une phrase au fait. Le Congo, c'est au-delà de nos passions. Le Congo, c'est la chose la plus importante de cet univers. Et vous allez le comprendre au fur et à mesure que nous allons aborder le vernissage. Voilà, merci beaucoup. Merci. Et une question, s'il vous plaît. On a vu des livres, il y a des couleurs différentes. On a dit que c'est différent. Moi, je pensais que c'était la même chose. Vous pouvez nous expliquer à propos de ça parce que... Ça, c'est le premier ouvrage que j'ai sorti. C'est une réédition en plus, cette couverture. C'est un ouvrage que j'ai sorti en 2019, intitulé Congo et Grégor du monde, et dans lequel j'explique c'est quoi le Congo. Et d'ailleurs, il y a un élément, ça c'est juste soi-disant passant. En 2019, dans la présentation de ces livres, c'est la première fois où j'ai parlé de la nouvelle citoyenneté congolaise à construire, où j'ai parlé des Congolais, des pères, des mères, des cœurs et des terres. Je reviendrai sur ça aujourd'hui pour essayer d'expliquer la notion qui a été 2 ans plus tard récupérée de manière très politicienne, mais là n'est pas le débat. Et le deuxième ouvrage, c'est notre ipséité courtélinesque. Par ipséité, je vais dire identité. Et courtélinesque, c'est les rapports que nous avons à l'administration. Et vous allez comprendre aussi, lorsque nous allons aborder ces livres, l'importance de nos noms, les liens qui nous lient, les vocables que nous utilisons, des vibrations pour parler de la dimension énergétique qui nous différencie des 4 éléments de la dimension physique. Voilà. Et quelle est la raison de tout ça? Et pourquoi vous avez fait cet livre? La raison, elle est simple, c'est que nous avons un devoir. Et l'existence telle que nous la concevons, nous allons travailler dessus. Ce ne sont pas des découvertes que j'ai faites, mais ce sont des relectures que je suis en train de faire sur certains domaines, parce que nous aïeux connaissaient cela. Je prends un exemple au hasard. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'humanité, on dit l'homme serait descendu du singe. C'est ce qui est communément accepté, je dirais cela. Mais il y a des questionnements importants que d'aucuns n'abordent pas. Et si l'homme noir que nous sommes serait descendu du singe et l'homme blanc serait descendu, quand je dis blanc entre guillemets, c'est juste pour la connotation, il n'existe pas de couleur, il n'y a qu'une seule race d'ailleurs, c'est la race humaine. Merci beaucoup. Voilà. C'est juste ça. Merci beaucoup. Il y a une question. Non, c'est bon. Là, nous sommes en direct. Non, c'est bon déjà. C'est bon, on va commencer. C'est bon. Dites que c'est Le journaliste, c'est bon. Okay, merci, bon. merci la presse. Merci. Cela prouve que nous sommes solitaires. Non seulement les Congolais, mais les francophones, pour ne pas dire tous les Africains. Vous êtes venus assister au vernissage du livre Congo et Grégor du monde et notre spécialité. Ce livre est écrit par notre confrère, notre frère, le fils du pays, notre confrère, Tédé Fitou. Tédé Fitou, qui a sorti toute son énergie, il a sillonné le monde. Il a fait des recherches pour réaliser cette beau œuvre. Rappelez-vous de ce qu'avait dit notre héros national, le père de l'indépendance, Patrice Emery Lumumba. Il y aura un jour, l'histoire du Congo sera écrite par les propres filles et fils du pays. Ça, ce n'est que le début du commencement. Tédé Fitou a écrit ce livre. Il a sillonné le monde entier pour le vernissage, pardon. Il a été au Canada, aux États-Unis,
Il a été, d'abord il habite en Belgique, il a été à Paris, à Sydney, et peu partout là. Il s'est dit, on ne peut jamais terminer cette année sans pour autant que je puisse voir mes frères, mes confrères, mes parents, mes grands-pères, mes grands frères, mes petits frères en Afrique australe, précisément en Afrique du Sud. Il s'est coupé un morceau, il s'est dit, allons faire le vernissage en Afrique du Sud, expliquer pourquoi est-ce que Congrès Grégor du monde. Voilà, on ne va plus tarder, je vais inviter ma consoeur la charmante pour vous donner la biographie de Denis Fitou. Mais pendant qu'on va vous donner la biographie de Denis Fitou, juste derrière le livre à la page dernière, vous verrez la biographie de Denis Fitou. Mais ça n'exclut pas que notre consoeur, la charmante. Bonsoir charmante. Bonsoir mon frère, bonsoir la salle. Voilà, dites-nous un peu, qui est Denis Fitou? Denis Fitou est ambassadeur universel pour la paix, congolais de père, de mère, de cœur et de terre. Président délégué général d'Abra-Claudie Service, philologue, chercheur, développeur de projets, journaliste de formation et de professions, co-créateur de Ratel Teveran, consultant en communication, expert en questions internationales. Ancien génie en herbe, traducteur, assermenté et écrivain. Il est auteur du livre Congo et Conquête du monde. Merci beaucoup. Je vois dans la biographie de Denis Fitou, on a écrit là Congolais des pères et des mères. Il y a certaines personnes qui se sont appropriées de ce terme-là, Congolais des pères et des mères. Teddy en a parlé depuis longtemps. C'est Maïba qui a été édité. Pas de polémique. Alors, sous vos applaudissements, on va accueillir le lauréat. Aujourd'hui, Denis Fitou. Il est habillé par une famille house. Teddy. Voilà. Denis Fitou reste en Belgique, précisément à Bruxelles. Comme je vous ai dit au début, il n'a pas voulu terminer cette année sans pourtant venir en Afrique du Sud pour ce vernissage. C'est une occasion pour nous de comprendre. Moi, personnellement, ce que j'ai retenu dans ces livres-là, vous allez avoir l'occasion de les découvrir aussi. Aujourd'hui, c'est comme si l'histoire est transformée. On nous parle de la terre promise en Israël, les consorts, mais nous savons que le jardin d'Éden était fertile, dirais-je. Il y avait plein d'animaux, tout ce qui était nécessaire pour que l'homme vive. Et aujourd'hui, quand on nous parle des jardins d'Éden, c'est pour Israël, le consort, on nous envoie en Asie, le pays où, entre parenthèses, on dit voilà, c'est ça, la terre promise, ce n'est même pas fertile. Denis Fitou va nous démontrer dans son livre, je ne sais pas, pourquoi d'abord il nous parle de Grégor, du monde, du Congo, je ne sais pas, il est là. Voilà. Teddy, bonsoir et voilà, nous vous accueillons au nom de l'Afrique australe en général et en particulier l'Afrique du Sud. Voilà, merci beaucoup Teddy, vous êtes là. Merci. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bon, on va, avant de commencer à parler de nos ouvrages, j'aimerais qu'on se mette d'accord sur les déroulés et aussi sur la manière dont nous allons procéder pour essayer de décortiquer le travail que nous avons fait. Je suis, comme on l'a présenté, je suis M. Denis Fitou. Moi, je me considère toujours comme un Congolais parmi tant d'autres. Il n'y a pas... Déjà, je combats la diplomation. Je vais l'expliquer d'ailleurs. Le fait de porter des titres et tout, c'est à la base de la décadence de notre pays. Et au-delà de cela, j'établis toujours des principes pour qu'on puisse se mettre d'accord. C'est quoi un principe par définition? C'est quelque chose qui n'a pas d'antériorité. C'est-à-dire, avant qu'on vienne ici, chacun d'entre nous avait ses appréhensions, ses idées, ses connaissances. Mais on va faire un effort de mettre tout ça de côté. Nos foi, pour ne parler que science.
Et lorsqu'on parle science, on parle des choses qui sont démontrables, on parle des choses qui sont duplicables. C'est-à-dire que si moi j'ai fait une expérience, on prend les mêmes termes dans les mêmes conditions et qu'on les donne à une autre personne, la personne doit être capable de trouver la même solution. C'est ça la science. La science, c'est d'abord une question d'observation et ensuite d'expérimentation. Donc, on mettra de côté le fait que nous soyons chrétiens, musulmans, tout ce qui touche à la religion. Moi, je n'en parle pas. Je ne suis pas quelqu'un de religieux. Je ne suis pas non plus un gourou. Moi, je parle spiritualité. Pourquoi je parle spiritualité? Parce que la spiritualité, c'est les liens que nous avons directement avec la providence. Tandis que la religion, c'est une conception humaine, c'est une invention humaine qui sert à manipuler le peuple. C'est ça la définition de la religion. Voilà pourquoi toute civilisation dans l'histoire a toujours eu besoin d'une religion pour essayer de diriger le peuple. On a des exemples, vous verrez que le monde arabo-musulman a une religion, principalement l'islam, qui sert à atteindre des objectifs politiques. Et lorsque Rome antique, la civilisation gréco-romaine aussi, avait sa propre religion, et ainsi de suite. Nous, par contre, les Afro-ascendants, nous n'avons pas eu de religion, nous n'avions pas besoin de cela, parce que nous connaissions la valeur de la spiritualité et on s'est focalisé sur cela. Donc, quand on parle spiritualité, on ne parle pas spiritisme. Quand on parle spiritualité, on ne parle pas occultisme. C'est très important que ces décors soient plantés pour qu'on ne s'hasarde pas. Non, moi, je sais, Matthieu a dit ceci et tout. Nous démontrerons ce que nous allons démontrer et nous expliquerons comment est née certaines inventions qui étaient à la base des simples légendes et qui sont devenues au fil des temps des histoires qui se sont pérennisées pour devenir aujourd'hui des vérités. Mais ces vérités-là, malheureusement, ne sont pas duplicables, ce ne sont pas expérimentales et rarement, on arrive à faire une observation sereine sur ces choses. Donc la foi, ce sont des choses qui restent dans les domaines privés, intimes et qui n'ont rien à voir avec ce que nous ferons aujourd'hui. Le principe, c'est de mettre de côté toutes les connaissances que nous avions eues sur la religion, sur la marche du monde, pour revenir à la vraie connaissance. Et ces vraies connaissances, ce sont des faits. Moi, je n'établis que des faits et je laisse à chacun d'entre nous la liberté de se faire sa propre opinion. Je ne désigne jamais les choses en amont. Je n'invente rien. Je ne fais que relayer ce qui a toujours existé. Et lorsqu'on aura les échanges, c'est-à-dire les questions-réponses, nous répondrons à toutes les interrogations qui seront soulevées. Donc ça, c'était vraiment en guise d'introduction. Et j'ajouterai, je ne me mets pas dans une position professorale. Je ne viens pas enseigner des élèves. Je ne suis pas professeur. Je n'enseigne pas des élèves non plus. Donc je suis pour un partage, pour des échanges, de sorte que ce que nous connaissions aujourd'hui puisse être transmis aux générations futures. C'est comme ça que les anciens faisaient. Dans notre tradition, les connaissances étaient détenues par les prêtres. C'est comme ça, ce qu'on appelle prêtres, c'était des gens qui détenaient une certaine connaissance. Et l'objectif était, à chaque fois qu'il y avait des problèmes, à chaque fois qu'il y avait des soucis, à chaque fois que la nature essayait de remettre de l'ordre dans les désordres introduits par l'humain, il s'asseyait pour essayer de comprendre ces choses et de les transmettre pour que la vie, ces dons extraordinaires que nous avons reçus gratuitement de la Providence, ne s'efface pas. D'ailleurs, la vie ne s'éteindra jamais parce que notre existence est étalée sur 11 dimensions. Nous ne connaissons que les 4 dimensions physiques, c'est-à-dire la longueur, la largeur, l'espace-temps et la profondeur. Ce sont ces 4
données physiques que nous connaissons, que nous maîtrisons. Lorsque nous sommes à Pretoria, par exemple, et que nous devons nous rendre à Johannesburg, tout le monde aura plus ou moins une idée de la longueur qu'il doit parcourir. Généralement, quand on prend les highways, on prend l'autoroute, on a une petite image aussi de la largeur de l'espace que nous devons occuper. Et il y a l'espace-temps. Quel est l'espace parcouru pendant combien de temps pour arriver à ces dimensions-là? Mais au-delà de ces 4 dimensions, il y a 7 autres dimensions que beaucoup ignorent. Ce sont les dimensions énergétiques. Les dimensions énergétiques, c'est ce qui conduit l'humain après l'arrêt de ce que nous appelons communément la vie. Lorsqu'on est mort, on passe dans une autre dimension. Et là, ce sont des choses qui ont été transformées par une certaine méconnaissance, par la pratique de la religion principalement, pour que ça devienne des choses occultes, que ça devienne des choses interdites, mais qui en réalité ne le sont pas. Vous devez savoir une chose, et avant que je puisse entrer dans le fond du livre, la spiritualité est d'abord scientifique. Ça peut vous paraître bizarre, mais c'est une vérité. C'est un fait avéré. Je vais vous donner des exemples pour que vous compreniez. Aujourd'hui, nous utilisons nos GSM, par exemple. On arrive à avoir des appels vidéo. Personne n'a demandé, par exemple, à Mark Zuckerberg et tout, avec WhatsApp et tout ce que nous avons aujourd'hui, comment arrive-t-il à faire des choses comme ça? Personne ne l'a traité de sorcier. Il est reçu partout. Parce qu'il a transformé une réalité qui existait déjà dans les temps en Afrique. Nous avions communiqué, il n'y avait pas d'autoroute, il n'y avait pas de signalement sur nos routes et tout ça. Mais facilement, il partait de l'Afrique du Sud à pied jusqu'au Maroc. Comment faisait-il? Il ne se perdait jamais. Vous allez dans nos villages, même lorsqu'il y a une très grande forêt, les gens y vont, ils passent des nuits, des semaines entières, ils ne se perdent pas, ils reviennent sur leurs pas. Ça veut dire qu'ils avaient une connaissance que nous avons ignorée. Pourquoi? Parce que nous imaginons que tout ce qui est inventé aujourd'hui, quand je dis inventé, c'est pour que nous nous comprenions, en réalité ce sont des reprises. Et vous allez être surpris par des connaissances qui ont été, durant des millénaires, connues sur notre continent et qui sont parties de chez nous, mais qui sont aujourd'hui utilisées, par exemple, pour que certaines puissances puissent avoir les dessus sur la communauté humaine. Je vais prendre un autre exemple. Qui d'entre vous sait que ce qu'on appelle les 4 gardiens du ciel était une invention de nos pères congolais? Les 4 gardiens du ciel, ce sont les 4 étoiles qui déterminent les 4 points cardinaux. Aldébaran, Fomalo. Je ne sais pas si dans l'auditoire, il y a des gens qui se rendent compte de ce que je suis en train de dire. Je suis en train de vous expliquer que la cartographie du ciel est partie de chez nous. C'est nous, nos ancêtres. Quand je dis nous, ce sont nos ancêtres qui ont découvert ces choses et qui l'ont enseigné. Sur le Congo, tout a été dit. Seulement, nous travaillons très peu. Les Congolais travaillent très peu. Les autorités congolaises encore moins. Ce qui fait qu'il y a une sorte de décadence. Donc, nous ne parlerons pas politique, nous n'entrerons pas dans les détails de gouvernance et tout, mais nous disons ce qui est. Parce que quand on est issu d'un peuple qui a inventé, par exemple, les langages articulés, là je suis en train de vous parler. Est-ce que vous savez que le fait de parler tel que je suis en train de le faire en ce moment, c'est une invention congolaise? Est-ce que vous le savez au moins? C'est une invention congolaise. Ce sont nos ancêtres parce qu'on a tous étudié l'histoire et on nous a enseigné que l'Afrique était le berceau et, je ne peux pas dire au passé, et le berceau de l'humanité. Le problème, c'est qu'on n'a jamais situé l'endroit exact où serait
aurait débuté la vie, l'existence de la forme humaine. On nous parle de l'Afrique, mais l'Afrique c'est un grand continent. L'Afrique n'est pas un pays. Lorsqu'on a voulu envoyer par exemple la sonde Persévérance, on a déterminé où ça devait atterrir. On n'a pas dit on va envoyer une sonde comme ça sur Mars et ça va tomber où ça va tomber. Non, on a déterminé. Essayez de réaliser sur le plan physique ce que ça donne. Vous envoyez quelque chose à des milliers et des millions de kilomètres d'ici, mais vous déterminez exactement où ça doit atterrir. Mais lorsqu'il faut parler de là où a débuté la vie, on nous parle de choses qui vont dans tous les sens. Avant, moi je pensais que c'est juste parce que ça s'est fait il y a tellement d'années que beaucoup de chercheurs sont en mal de pouvoir les déterminer. Ensuite, en réalisant certaines archives sur le Congo, ça c'est encore une autre parenthèse, vous devez savoir que les archives sur le Congo font exactement 19,5 km linéaires de documents. Je ne sais pas si vous réalisez. C'est-à-dire 19,5 km linéaires de documents. C'est-à-dire des piles de documents comme ça, dans des grandes surfaces, et qui font 19 km. Et pour commencer à produire ces livres, ça nous a pris plus ou moins 17 ans. En total, jusqu'à aujourd'hui, le temps de pouvoir lire, apprendre, comprendre, créer un sens. Parce que le Congo a été traité comme un puzzle. Ceux qui ont, je ne dirais pas découvert le Congo, mais ceux qui ont compris ce que c'était le Congo dans les temps, ont essayé de les partager de sorte que chaque partie de notre territoire puisse être détenue par une puissance différente en fait. C'est-à-dire que pour comprendre le Congo, vous devez réunir des éléments qui sont éparpillés sur plusieurs territoires. Et c'est cela la difficulté. Voilà pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en 2021, les petits écoliers congolais vont à l'école et on leur apprend de manière historique, très répétitive, que l'embouchure du fleuve Congo, par exemple, serait découverte par Diego Cao. Et tout le monde trouve cela normal, que les gens disent que cette embouchure-là serait découverte par Diego Cao. Il faut vous poser des questions de manière très pragmatique. Déjà, Diego Cao, ces noms doivent nous interpeller. Et dans la biographie, on vous a dit que j'étais philologue. La philologie, c'est l'étude des sens. Je me suis spécialisé dans ça. J'ai essayé d'étudier, d'apprendre ces choses-là pour essayer de restituer la vérité sur notre pays. Donc, lorsqu'on vous dit Diego Cao, pour ceux qui parlent portugais, par exemple, ils savent que Cao veut dire chien. Et lorsqu'on nous parle de Diego en espagnol, veut dire Dieu. Littéralement, on vous parle de quelqu'un qu'on a surnommé Dieu chien. Donc, pour faire court, les dieux des chiens. Rien que par son nom, il nous insulte en fait. Il traite les Congolais des chiens. Mais nous l'enseignons dans nos écoles et nous continuons à enseigner cela à nos enfants. Et on va perpétuer une tradition comme ça, on va perpétrer, une tradition comme ça, d'insultes de génération en génération. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Alors posez-vous la question, quelqu'un qui n'a jamais connu le continent africain, quelqu'un qui n'a jamais voyagé dans ces continents-là, il va partir d'un pays comme le Portugal. Quand vous partez du Portugal, on prend les données physiques. Le premier pays que vous abordez par la Méditerranée, c'est le Maroc. Le monsieur ne s'arrête pas au Maroc, il ne va pas chercher l'embouchure là-bas. Et tout en bas du Maroc, il y a la Mauritanie. Il ne s'arrête pas non plus à la Mauritanie pour chercher une embouchure. Et juste en bas de la Mauritanie, il y a le Sénégal. Il ne s'est pas non plus arrêté au Sénégal. Et il y a la Gambie, on va continuer la Golfe de Guinée, on descend. On trouve tous les pays qui se suivent jusque... voilà, on a le Nigeria, le Bénin en haut, le Nigeria, le Cameroun, le Gabon,
Congo-Brazzaville, le monsieur ne s'arrête pas. Brusquement, il arrive au Congo, et là, il s'arrête, il rentre dans la profondeur du pays, et il va découvrir une embouchure. On dit qu'il découvre quelque chose qui existait depuis des millénaires. Quand Diego Cao arrive, il ne trouve pas un territoire inoccupé, il trouve un territoire où il y avait un royaume, un très grand royaume, très organisé, qui avait un roi, qui avait une monnaie, les familles Nzimbu, qui avait un gouvernement, qui avait une armée. Et je l'ai dit dans Congo et Grégor du monde, la science la plus difficile au monde, c'est la science de l'organisation. C'est ça la science la plus difficile, ce n'est pas les mathématiques, ce n'est pas la physique, la chimie, non. C'est la science de l'organisation. Et aujourd'hui, lorsqu'on regarde notre pays, ce ne sont pas les compétences qui manquent, mais il nous manque les plus fondamentales, c'est-à-dire une organisation, que ce soit politique ou administrative. Même sur le plan intellectuel, aujourd'hui, ça je vais emprunter le problème dont j'ai mentionné à l'introduction de la diplomation. Nous avons en face de nous des gens qui se présentent à chaque fois. Lorsque vous posez une question, les gens vous disent « Moi je suis docteur en, je suis licencié en ». Bien évidemment, ce ne sont que des titres, ce sont que de présomptions de connaissances. Parce que l'intelligence, comme je l'ai défini dans un de mes ouvrages, l'intelligence n'a qu'un seul objectif. Le but de l'intelligence, c'est de résoudre des problèmes. Lorsque vous êtes intelligent et que vous habitez un pays qui a des problèmes insolubles, vous devez avoir honte de vous présenter devant les gens et de dire que vous êtes intelligent. Les gens intelligents, lorsqu'ils ont un problème, ils s'asseyent, ils réfléchissent et ils trouvent des solutions. Et ces solutions-là permettent à changer la vie des gens. Le simple fait que notre pays ne change pas, mais dégringole, année après année, on ne devrait même pas parler des gens intelligents dans notre pays. Et moi, j'ai toujours un certain mépris, tout simplement, lorsque je vois certaines personnes congolaises se présenter en donneur de leçons, en professeur et tout, mais qui pataugent dans la bêtise. On ne peut pas avoir été un grand peuple historique et commencer son histoire en 1482-1483 par exemple. Posez la question à n'importe quelle autorité congolaise, à n'importe quel intellectuel congolais, il vous parlera de 1482-83, c'est-à-dire l'arrivée de Diego Cao. C'est comme si notre peuple était né ces jours-là. L'arrivée de Diego Cao coïncidait avec la naissance d'un peuple, la naissance d'un royaume. Il n'en est rien. Déjà, on porte un nom. On nous appelle, pour la majorité des gens qui sont ici, Congolais. Qui connaît la signification de ces mots, l'origine de ces mots, Congo? J'aimerais quand même qu'il y ait, je vous ai dit, échange et partage, c'est-à-dire qu'on peut parler, je n'aimerais pas monologuer, ça sera trop pesant à parler tout seul devant des gens très respectables. Et voilà, j'aimerais que ça soit un échange où on peut discuter. S'il y a des choses pour lesquelles nous ne sommes pas d'accord, on va essayer de donner des précisions, des faits, où on a trouvé telle donnée à tel moment et essayer un peu de les faire comme ça. Donc je repose la question, parmi nous qui sommes ici, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait une idée sur l'origine du mot Congo et ce que cela signifie? Voilà, je vous dis, le mot Congo, déjà, avant de commencer à expliquer cela, j'aimerais que les Congolais qui nous sommes puissent ôter de nos esprits quelque chose qui est apparu vers les années 1185. C'est-à-dire que l'année 1285 coïncide avec la naissance d'un royaume que beaucoup ont connu, qu'on appelle le royaume Congo. Mais entre la naissance de ces royaumes et l'arrivée des explorateurs, il n'y avait que 2 siècles. Il n'y a eu que 2 siècles en fait. Mais lorsqu'on parle, les autorités congolaises parlent, l'élite congolaise parle,
Il situe ces royaumes comme si c'était la naissance de notre peuple. Et souvent, pour les gens qui sont issus d'autres royaumes, parce que dans le livre, je l'explique, il y avait 12 royaumes qui composaient dans les temps ce qu'on appelait l'espace du Congo. Et Congo n'est pas un nom qui est parti du hasard. Les anciens ne parlaient pas comme vous et nous. Ils ne venaient pas donner des explications, ils symbolisaient les choses. Voilà pourquoi dans le deuxième livre, notre ipséité courtélines, il y a un chapitre où je parle de emblèmes et symboles. C'est très important. Ceux qui s'en procureront comprendront pourquoi. Par exemple, je prends un exemple qui est connu, dans la Bible, on parle de la naissance de l'enfant Jésus. Je prends cette image-là. On nous dit qu'il y a des rois mages qui suivaient une étoile pour aller découvrir les tables où serait né Jésus. Selon la Bible, bien évidemment. Le problème, je vous avais dit, la science, c'est quelque chose qui part d'abord de l'observation et puis de l'expérimentation. Et pour que quelque chose soit déterminé comme état scientifique, ça doit... Papa Marc nous a posé la question concernant qu'il n'y ait pas eu de fierté pour les anciens d'être propriétaires de certaines richesses et comment, à quel moment nous sommes passés de ce que nous avions été à ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Ma réponse sera double. D'un côté, ce serait une erreur pour nous, notre génération surtout, de condamner ce que les anciens ont fait, ou pas. Parce que ce qu'eux, ils ont réalisé, nous sommes incapables de leur opposer une quelconque résistance. On peut commencer à énumérer ce qu'eux, ils ont fait. Nous en sommes incapables. Je ne rentre même pas à l'origine de la vie. Je commence à l'existence au moment où notre pays est conçu comme étant un État en 1960. Essayez de voir les comportements des hommes politiques qui ont discuté de l'indépendance de notre pays. La manière qu'ils se sont comportés et ce qu'ils ont obtenu dans la lutte, bien évidemment. Prenez cela, essayez de les calquer. On va prendre l'exemple récent, sans citer de noms, sans rentrer dans des considérations politiciennes. Prenez ce qui s'est passé au moment de la passation des pouvoirs entre les pouvoirs Kabila et les pouvoirs Tshisekedi. Je prends juste cet exemple-là. Je ne parle pas de ces hommes-là, mais je parle de la classe politique. Prenez juste ces deux exemples. Essayez de comprendre. Les Belges quittent le Congo, les Congolais obtiennent l'indépendance, après une lutte, il y a des tables rondes et tout ce que nous voulons. Comment se sont-ils comportés vis-à-vis de l'État, vis-à-vis de la pensée collective, de la construction d'une image nationale? Et voyez les politiques qui sont aujourd'hui. Vous aurez simplement votre réponse. Donc, nous sommes très mal outillés pour critiquer des gens qui ont fait plus que ce que nous ne ferons jamais. Pourquoi? Parce que nous sommes très loin des connaissances que ces gens-là avaient de notre pays. Les Kassavou, Boulé, tous ces papas-là, ils n'avaient pas de grands diplômes. Voilà pourquoi moi, je vous ai parlé de la diplomation. C'est quelque chose que j'ai combat. Donc, les gens qui viennent se dire, moi j'ai tel doctorat, j'ai tel... Moi, ça ne me parle pas. Ce n'est pas que j'ai une peur bleue, non. C'est juste que ce sont des présomptions de connaissances généralement qui ne se vérifient pas. On peut commencer en aparté parce qu'on ne voudrait pas se focaliser sur un individu. Vous verrez qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup parlé dans notre pays, qui ont été pratiquement dans tous les gouvernements. Mais lorsque vous essayez de suivre ce qu'ils ont réalisé, vous verrez que ce sont des gens qui n'ont laissé aucune pensée, aucune réalisation, aucune idée. Ce sont des gens qui ont été déifiés, c'est-à-dire, pour certains en tout cas, on a créé des images collectives comme si c'était des petits dieux, des gens qui... Mais
dans le concret, qu'ont-ils fait pour le peuple congolais? Pas grand-chose. Et pourtant, dans le passé, il y a des gens que nous ne connaissons pas. Il y a des tombes qui nous foulaient aux pieds, qui ont réalisé des choses que nous ne ferons pas. Ça, c'était la première partie de la question. La seconde, c'est que nous nous sommes mis dans une position telle que nous avions tout, les richesses, les connaissances, les capacités, les bras, pour faire une transformation. Mais nous avons voulu copier les autres. Et comme je l'ai écrit dans Congo et Grégoire du Monde, la plus grande prison de l'homme africain, de l'homme noir, du Congolais en particulier, c'est la pensée. Voyez les autorités congolaises, je ne parlerai pas de certaines autorités, mais je les prends de manière globale. Quels que soient les problèmes au Congo, vous verrez les autorités dans toutes les époques que nous avons traversées. Allez demander aux Américains, aux Belges d'être des facilitateurs. Le dernier en date, la fameuse réunion de Genève, où il y a eu les histoires de Fayoulou, Tshisekedi et tout ça. Nous sommes dans un hôtel ici. Pour des gens qui connaissent tel que le monde fonctionne aujourd'hui, vous ne pouvez pas aller négocier les affaires de votre pays dans un hôtel en Europe, en particulier en Suisse. Tous les hôtels 5 étoiles ont des caméras, c'est triffé, des micros et tout ça. Donc vous venez vous-même donner aux autres les informations importantes sur votre pays. Ce ne sont pas eux les problèmes, c'est nous. C'est nous les problèmes. Ces gens-là pouvaient se rencontrer en Mbandaka. Ils auraient pu se rencontrer à Mbujimayi. Pourquoi ne sont-ils pas allés se rencontrer à Goma? Ils ont voulu aller à Genève. C'est parce que dans leur pensée, je parle de manière collective, et dans l'ensemble, il y a des gens qui n'étaient pas d'accord, mais bon, une dynamique des groupes. Allô? Une dynamique des groupes fait que lorsque vous êtes 6 et que 5 disent une chose, même si vous êtes contre, vous êtes obligé de vous plier à la loi de la majorité. Donc il y a des choses comme ça. Il n'y a que ça pour comprendre vraiment la situation dans laquelle notre pays se trouve. Et le rôle de l'élite, le rôle des chercheurs, ce n'est pas d'écrire des livres. Non. Le rôle, c'est de pointer des dysfonctionnements, de donner une autre lecture, de donner une pensée, d'essayer de faire comprendre aux gens que la chose telle que nous la regardons n'a rien à voir avec la réalité. Il y a une autre possibilité. Pourquoi nous ne faisons pas comme ça? Pourquoi nous ne récompensions pas ce qui a été fait? J'en termine là pour votre question. Quand vous êtes en Chine, il y a des choses aussi qui sont culturelles. Vous savez, en Chine, quelqu'un qui a inventé ça, vous prenez la même chose, la même forme. Par exemple, cette bouteille, il y a la lettre M. Vous faites ça, vous mettez par exemple la lettre N. En Chine, c'est un exploit. Recopier ce qui existe déjà n'est pas une question de honte. Au Congo, lorsque vous faites ça, tout le monde se dit, il n'a pas d'imagination, il n'a pas d'idée. Il a copié. Donc, les gens préfèrent que vous ne fassiez rien à la place de faire un truc, par exemple, pour essayer de faire comme votre propre frère aurait fait. C'est quelque chose de culturel. Voilà pourquoi je vais le développer quand il y a une question sur la deuxième question de M. Demko, sur le second ouvrage. Il y a vraiment des choses sur ça. Je prends par exemple la réforme de l'éducation nationale dans notre pays et de la culture. Ce n'est pas pour rien. C'est parce que lorsque vous inculquez certaines valeurs à vos enfants, ils les reproduisent en inculquant la même chose aux enfants de leurs enfants. Et ça devient une tradition. Mais lorsqu'il n'y a pas de valeurs, il n'y a plus de repères, il n'y a plus rien, alors un peuple qui n'a plus de rêves collectifs, un peuple qui n'a... D'ailleurs, une nation, c'est quoi? Une nation, par définition, c'est un ensemble de rêves réunis en réalité.
Les Bakongo pensent une chose, les Baluba pensent autre chose, les Swahili, je les prends par rapport aux 4 langues nationales, les galophones aussi pensent une chose, vous vous dites, on va essayer de tout mettre ensemble pour qu'on aille dans une certaine direction. C'est ça une nation. Lorsque chacun veut faire ce qu'il veut dans son coin, sans objectif, sans rien, ça ne marche pas. C'est ça les problèmes. En tout cas, selon moi. Je ne dis pas que ce que j'ai dit est la vérité incarnée, ce n'est pas la parole divine, mais c'est d'après mes maigres connaissances, ce que j'ai pu déterminer de cette problématique-là par rapport à la question que vous m'aviez posée. Pour revenir à la deuxième question de M. Demko, il a voulu savoir déjà les titres des livres. Congo et Grégor du monde. Congo, je vous ai expliqué, Congo, c'est jadis le nom que nos ancêtres invoquaient pour dire Dieu, tout simplement parce qu'ils ne parlaient pas français, donc ils ne pouvaient pas dire Dieu. De la même manière, vous êtes ici en Afrique du Sud, lorsque vos enfants naissent ici, ils vont à l'église, ils ne disent pas Dieu, ils disent God. Pourquoi ils disent God? Parce qu'ils sont nés dans un territoire où on parle anglais. Donc c'est normal qu'ils l'appellent dans la langue qu'ils ont apprise à la naissance, que c'est ce qu'on appelle la langue maternelle. Et d'ailleurs, ce qu'on appelle God en anglais, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une contraction des 2 mots. Je vous ai dit que j'étais philologue, et l'étude des sens, c'est important. Quand on dit God en anglais, en réalité, c'est la contraction des 2 mots. Il y a go, le verbe to go, aller, et il y a la lettre D qui est le symbole des delta. Le delta, c'est la pyramide en réalité. Quand on dit God, ça veut dire aller au sommet. Voilà le symbolisme des anciens. C'est comme ça que ces gens-là représentaient des choses. Voilà. Quand on dit God, dans leur idée, ils plaçaient la providence au-dessus de toutes choses. Voilà pourquoi ils l'ont nommé comme ça God, pour dire aller au sommet de la pyramide, les plus loin, les plus haut possible. Ce n'est que ça, il n'y a pas autre chose. Donc, dans Congo et Grégor du monde, et Grégor, je l'ai expliqué, c'est le point central qui permet de réunir, de créer. Voilà. Je voulais juste dire par les titres que notre pays tient à lui seul l'équilibre de tout cet univers, dans tous les domaines. Prenez n'importe quel domaine, essayez de le croiser par rapport aux réalités congolaises, vous serez surpris. Et c'est ça des choses que j'ai mis dans les livres. J'ai essayé de démontrer par rapport à la biologie, par rapport à la pharmacologie. Aujourd'hui, on parle de la pandémie de Covid-19 et tout. Nous, on a des produits. C'est parce que nous n'avons pas de connaissances pointues sur ce genre de choses. Il y a la plus grande réserve mondiale du quinquennat se trouve au Congo, au Kivu, qui permet de faire l'hydroxychloroquine dont on parle pour soigner le Covid. Donc c'est juste que comme dans la nation, il n'y a pas cette ferveur, il n'y a pas cette connaissance globale. On aurait pu avoir un marché de 7 milliards d'individus avec cette pandémie. 7 milliards d'individus. Imaginons un seul instant que chaque vaccin, parce qu'aux États-Unis, les vaccins coûtent $150. Chaque injection coûte $150. Il faut demander, croiser les données avec les assurances. Ça veut dire pour 2 vaccins, ça fait $300. Imaginons que nous n'avions que, bon, je ne dirais pas la moitié, disons, soyons gentils, les tiers. $100 individus sur la planète. Donc nous n'avons même pas besoin d'aller chercher les investisseurs. Nous avons déjà l'argent. C'est juste un exemple pour que vous compreniez. Et ce n'est pas un clin d'œil, ce n'est pas pour critiquer le gouvernement actuel. Je vous ai dit, par rapport à ce que nous faisons, je n'entrerai pas dans la polémique politicienne. J'essaie juste de donner des faits. Je donne juste des faits. Pas de commentaires, de mes passions. Non, je donne des faits. Donc, par ipséité, j'ai voulu parler de l'identité. La crise qu'il y a dans notre pays, ipséité veut dire identité. Mais toute identité n'est pas une ipséité. L'ipséité, c'est ce qui est propre à un individu et qui se transmet de génération en génération. Par exemple, je m'appelle Teddy Fito. Mon ipséité, c'est Fito. C'est un nom que je tiens de mon père, qui lui le tenait de son père, et ainsi de suite. Mais Teddy, c'est un prénom. C'est quelque chose qui est commun. Voilà pourquoi j'ai parlé de courtélinesque. Courtélinesque veut dire les rapports que nous avons à l'administration.
Donc, vous arrivez dans un territoire, comme ici on est en Afrique du Sud, entre guillemets, c'est un pays anglophone par rapport à la langue, bien évidemment. Vous ne verrez pratiquement pas des gens qui mettent au monde leurs enfants et qui les appellent Papicho, Mamicho. Ici, c'est très difficile. Parce que la langue a une influence sur ça, par ipséité, par courtélinesque, en tout cas en Afrique du Sud. Quand vous avez votre enfant, si vous voulez l'appeler Jean, vous l'appellerez John. C'est la même chose, mais c'est quelque chose qui est commun à un territoire ou à un espace ou à une nation ou à un peuple. Mais l'obscénité, c'est vraiment quelque chose qui vous identifie, vous, personnellement. C'est quelque chose que vous détenez par rapport à vos ancêtres et qui se transmettent de génération en génération. C'est ce qui nous tient, en fait. Les liens qui nous tiennent, qui tiennent les ascendants et les descendants. Voilà l'essence des titres que j'ai pu donner au livre. Après, vous aviez dit, quand vous avez parlé de la spiritualité, vous vous êtes dit, est-ce que je ne serai pas de ceux qui sont des égyptologues et tout? Non, moi je suis, bon, je ne me qualifie pas comme ça parce qu'à la base, je me présente toujours comme un polyglotte. Ce qui est un polyglotte, c'est quelqu'un qui s'intéresse à tout et que tout l'intéresse en fait. Tout intéresse cette personne-là. Moi, je n'ai pas d'exclusivité. Mais si je devais emprunter une science en particulier, j'aimerais bien que je sois un congologue. Ça veut dire que je m'intéresse à mon pays, à mon peuple. Je pense que beaucoup ont négligé ces pays. J'ai vu en Belgique. Quand j'étais encore au Congo, j'entendais à la radio à l'époque, Colette Bachmann, par exemple, on dit, c'est une grande spécialiste du Congo. Je suis arrivé en Belgique, j'ai confronté cette dame, je l'ai vue et tout. Ce n'est pas une spécialiste du Congo, c'est une dame qui a beaucoup voyagé au Congo. C'est ça la différence. Donc, ce n'est pas parce que vous avez été à un endroit une dizaine ou une quinzaine de fois que vous en devenez automatiquement spécialiste. Mais c'est comme ça que les Occidentaux fonctionnent. Et on l'établit comme spécialiste du Congo. Et nous acceptons. Par exemple, moi qui suis ici, si j'arrive au Congo et que j'aimerais rencontrer certaines autorités, je prends un exemple banal. Je pourrais faire 1 mois, 5 mois, 10 mois, peut-être jamais. Il ne me rencontrera pas. Ces personnages-là, publics. Pourquoi? Parce que je suis congolais. Mais si j'étais étranger, je viens pour le compte d'un média ou d'une recherche ou quoi, les bras sont ouverts. On a cette faiblesse par rapport aux étrangers. Les Congolais, par définition, aiment beaucoup plus l'étranger que son propre frère. Et c'est une anomalie, c'est quelque chose qui ne se justifie pas. On vit à l'étranger aujourd'hui, on comprend. Je ne pense pas que si vous avez un problème, n'importe lequel ici, je ne prône pas la violence. Juste pour vous dire, je suis ambassadeur universel pour la paix, donc moi je ne suis pas dans la violence. Mais s'il y avait une bagarre entre un Congolais et un Sud-Africain, on prend pour n'importe quel problème. Et à cet endroit-là, il y a 3 autres Sud-Africains juste à côté. Vous imaginez que ces 3 Sud-Africains-là vont faire quoi aux Congolais? Ils vont venir séparer, dire que vous avez tort, laissez-les partir. Non, ils vont venir frapper les Congolais. Et ça, vous le trouvez dans tous les peuples, même en Occident. Mais lorsque vous êtes au Congo, c'est le seul pays au monde, un Libanais frappe un Congolais, les policiers viennent, même pas pour arrêter le deux, pour taper les Congolais avant de savoir pourquoi les Libanais les tapaient. Donc ils commencent d'abord par vous taper, et ensuite ils posent la question, qu'est-ce qui s'est passé pour que ces gens vous roulent des coups? C'est une réalité. Si on ne sait pas identifier notre problème, on ne pourra pas y apporter des solutions. C'est ça les problèmes, les grands problèmes de notre peuple. Donc, pour parler de la spiritualité, non, je ne suis pas un égyptologue, non. La spiritualité, moi, je ne la prends pas comme étant une science en particulier. Je la prends comme l'origine de nos connaissances. Parce que je sais, les faits sont là, je les établis, que lorsque les explorateurs sont arrivés, c'est ça l'exemple. Pourquoi ils ont commencé par construire des églises, évangéliser? Vous êtes au Congo, vous allez au fin fond d'Inongo, vous ne verrez pas de dispensaires, pas d'hôpitaux, mais vous trouverez une grande basilique. Il faut vous poser des questions.
Je vous avais dit ici, la science commence d'abord par l'observation. Après, il y a l'expérimentation. Mais ça ne se limite pas là. Pour que ces faits-là deviennent réellement scientifiques, il faut que ça soit aussi duplicable. C'est-à-dire que n'importe quelle personne qui prend les mêmes données doit arriver à la même réponse. C'est à nous de voir les choses, de comprendre pourquoi ces faits-là existent. Pourquoi il y a des gens qui sont venus chez nous? Pourquoi ils ne sont pas venus en faisant des champs de maïs? Ils sont venus avec une Bible, ils ont commencé à évangéliser. Parce qu'ils avaient compris que pour nous toucher, ils devaient altérer, ils devaient modifier les liens que nous avions à l'époque par rapport à la providence. Les rapports que nous avions par rapport aux choses divines. Il fallait tronquer cela, il fallait nous canaliser par rapport à d'autres réalités. Et c'est ce qui a produit la religion. Je l'ai défini au départ, la religion sert à la manipulation. Faites vous-même vos propres expériences, essayez de croiser les éléments, vous allez voir. C'est la spiritualité qui sauve l'homme. Parce que la spiritualité, c'est les liens qu'on développe soi-même et avec un être qu'on espère, qu'on connaît, qu'on respecte, qui est supérieur à nos petites personnes. Et c'est ces personnages-là que d'aucuns appellent Dieu, God, Diego, Nzabomba, comme vous voulez. Mais c'est ces personnages-là, c'est ce que nos anciens appelaient Congo. C'était la spiritualité Congo en réalité. C'était le fait de dire, nous avons un grand pouvoir. Nous avons un être qui concourt à la survie de notre peuple, de notre humanité. Et c'est cette spiritualité-là, ils l'ont dénommée comme ça. Et comme tout le monde n'avait pas la capacité de parler des choses spirituelles, ils ont voulu les symboliser. Voilà pourquoi dans certaines tribus, vous verrez que les chefs portent des toques de léopard et tout ça. Ils ont choisi un animal à qui ils ont attribué le rôle de ce que les anciens pensaient pour que ces choses-là ne se perdent pas. Imaginons qu'ils n'avaient pas parlé des léopards. Certains... On s'y rend compte de beaucoup de choses. Nous y sommes allés. En Israël, vous le faites du nord aussi, de l'est à l'ouest, en voiture en 3 heures du temps. Vous tournez tous les pays, du nord aussi, de l'est à l'ouest. Mais lorsqu'on nous parle de l'Israël biblique, on a l'impression de parler d'un grand royaume. Lorsqu'on parle du roi David dans la Bible, on a l'impression d'un roi qui a dirigé des grands royaumes. Mais lorsque vous allez dans l'archéologie israélite, lorsque vous consultez les Juifs, vous allez rigoler parce qu'en réalité, c'était des chefs des clans. Mais le rapport entre ce qu'ils ont réalisé et la manière dont nous les portons, c'est ça, la grande mystification. Et ça, c'est le travail de la religion. Lorsque les Grecs et les Romains voulaient dominer certains territoires, ils avaient besoin d'une religion. Ils en avaient besoin pour contrôler le peuple. L'histoire africaine est remplie de ces exemples où les gens venaient à la confession dire non, mon père, je viens aujourd'hui confesser parce que j'ai volé, et le lendemain la police débarquait pour arrêter la personne. Donc ce sont des exemples comme ça qui permettent de comprendre le lien qu'il y avait entre la religion et les pouvoirs qui voulaient dominer. C'est juste ça. Et la dernière question de M. Didier était par rapport à la tradition de nos livres en langue nationale principalement, ou encore dans d'autres langues qu'on dirait internationales. Déjà, dans Congo et Grégoire du Monde, j'en parlais de la réforme de l'éducation nationale et de la culture. Dans notre ipséité, je vais tout plus loin. J'ai proposé des choses dans ces réformes-là pour mettre quand même du contenu. J'avais prôné que nos 4 langues nationales puissent être enseignées de la maternelle à l'université. Pourquoi? Parce que c'est la condition sine qua non pour créer l'unité dans notre pays. Avec ce qui se passe à l'Est, on a compris des choses. Nous avons nos frères qui sont congolais, mais qui se sentent beaucoup plus proches de nos agresseurs que des gens qui sont à Kinshasa. Pour l'unique et simple raison, ils ne se comprennent pas. Ils ne se comprennent pas.
lorsqu'un swahilophone purement qui ne parle pas une autre langue parle swahili, il se comprend avec un Rwandais, un Burundais, un Ougandais. Mais quand il vient par exemple à Kinshasa avec des gens qui sont nés, qui y ont grandi, ils ne se comprennent pas. On a l'impression d'être étrangers. Pour créer l'unité, nous avons prôné que nos 4 langues nationales puissent être enseignées de la maternelle à l'université. Deuxièmement, par rapport à la tradition dans notre langue, on a aussi un autre problème de moyens, il faut le dire. Moi, je suis chercheur indépendant, moi j'autofinance tout ce que j'ai fait, que ce soit mes voyages, que ça, bon, à chaque fois on a Dieu pourvoit, on a des amis qui nous prêtent main forte, il y a ceux qui nous, quand ils le font, nous les disons, on ne les cache pas, mais par rapport à mes recherches, par rapport à tout ce que j'ai publié jusque-là, ce sont des choses que j'ai faites avec mes propres fonds. J'autofinance mes études, mes recherches et mes publications. Pourquoi? Pour garder la liberté que j'ai à vous parler, telle que je suis en train de vous parler. Dans le monde de la recherche, il y a des vérités, il faut qu'on les dise aujourd'hui. Lorsque vous êtes un chercheur et que vous dépendez d'un organisme de financement, il peut orienter vos recherches. Voilà pourquoi nous avons certains professeurs dans notre pays, ce sont des gens qui sont intelligents, mais seulement ils sont financés. Et ceux qui financent leur disent absolument ce qu'ils doivent dire, ou pas, par rapport à certaines choses. Alors on ne peut pas vouloir travailler pour son peuple, essayer d'apporter sa petite pierre à la construction d'une nation, si on n'est pas soi-même indépendant. On dépend des gens. Je prends un exemple précis. On a eu le problème de la Covid. Je vous ai dit ici, si nous étions un pays réellement indépendant, là ce n'est pas un problème du gouvernement, ce n'est même pas le problème du président de la République. Ça c'est un problème de l'élite scientifique. Si nous avions des gens qui étaient réellement indépendants, lorsque le professeur Raoul parlait du traitement avec l'hydrochloroquine, on aurait pu proposer, parce que nous avons la plus grande réserve du monde du quinquennat. Le quinquennat, c'est le produit qui permet de faire l'ancienne quinine et la chloroquine. C'est chez nous, c'est la plus grande réserve sur la planète. Donc on avait un marché qui était devant nous de 7 milliards d'individus. Je vous ai dit que le vaccin coûte $150 aux États-Unis. Imaginons chaque vaccin, par exemple pour Pfizer, pour ne pas le citer, ça vous fait $300. Imaginons que nous, très modestement, on le proposait à $100. On parle de 700 milliards de dollars. Rien que sur le fait de pouvoir avoir une part de marché il faut l'appeler par son nom, c'est un business aujourd'hui, c'est un business. Donc voilà, on n'a pas été prudent, ce n'est pas les autorités, les scientifiques ailleurs servent à tordre la main des politiques. Lorsqu'il y a des évidences, les scientifiques viennent et disent, nous on a des preuves que 1 plus 1 forme 2. Mais chez nous ce n'est pas le cas. On a des scientifiques qui défendent des positions les lundis et les mardis, dès qu'ils sont nommés, ils défendent des positions diamétralement opposées. Et cela enlève toute crédibilité à la parole d'une certaine élite. Voilà ce que je pouvais apporter comme réponse pour les 3 premières questions de la série. Je m'appelle Alain Marcel. Je suis communicateur et je suis aussi chercheur. Alors, ma première question dépend de l'observation d'abord que j'aimerais faire. J'aimerais savoir si vous êtes humaniste ou panafricaniste. Juste oui ou non, pour que je continue ma question. Finissez là. Je vais finir. Ok. Alors, si vous êtes humaniste, si jamais vous dites que vous êtes humaniste et intellectuel aussi, vous cherchez, parce que vous avez dit que l'intellectuel cherche à résoudre le problème de la société et de l'humanité en général. Alors, vous avez dit que le Congo, c'est, je pourrais dire peut-être l'épicentre de tout. Tout commence par le Congo et toute solution de l'humanité doit se prendre au Congo. Alors, si
la Terre était un être vivant? Parce que j'imagine que c'est un être vivant, parce qu'il y avait un début pour la Terre, il y aura aussi une fin pour la Terre. Mais vous avez dit que la vie, c'est éternel, il n'y aura pas la fin des vies. Parce que avec les événements qui se vivent sur Terre, les tremblements de terre, l'évolution, on montre que cette terre va à sa fin. Alors la question est la suivante. Quelle solution proposez-vous face à cette, je dirais, à cette problématique qui existe entre la solution de l'humanité et le peuple Congo qui doit se réjouir de ses richesses? Là, c'est la deuxième question. La troisième et la dernière. Monsieur Teti, merci beaucoup pour votre exposition. C'est un livre vraiment très, très intéressant. J'avais juste une question. Est-ce que vous avez commencé à expliquer sur le Congo avec grand K, mais le Congo avec le petit C, vous n'avez pas expliqué exactement ce que ça veut dire? Je peux nous expliquer ça. Et puis une petite question encore, juste pour savoir sur les vérités que vous avez révélées tout à l'heure là par Diroucan, par exemple, sur le gros mensonge. Donc quel mécanisme vous faites, c'est un peu de rectifier ces mensonges à nos enfants, nos petits-enfants, pour qu'une fois pour toutes, ces histoires cessent? Qu'est-ce que vous comptez faire là-dessus? Merci beaucoup. J'aimerais poser ma question. Ma question sera courte. Comment vous appelez? Ouais, je m'appelle Koumanja Jérôme. Juste une précision. Là, on nous presse, mais on ne s'est pas excusé quand on est arrivé 1 heure après. Merci beaucoup. Ok. Ma question elle est celle-ci. Dans le livre, j'ai essayé de feuilleter là. Je suis passé un peu rapidement. Je ne suis pas allé dans le vif du sujet, mais j'ai quand même j'ai passé quelques livres, disons quelques pages. J'ai lu quelques lignes qui ont attiré mon attention. Vous avez dit que vous êtes scientifique, donc c'est-à-dire vous vous basez des faits. J'aimerais comprendre quand vous parlez dans l'égrégore Congo et égrégore du monde. Il y a des accusations contre la franc-maçonnerie. Vous avez fait des accusations claires. Avez-vous des faits pour dire par exemple que les maçons sont venus et ont engagé la colonisation et ce sont les maçons qui sont venus avec le nom Congo, avec ces tout ça. Je savais qu'il y avait Congo belge depuis Léopold II, c'était Congo belge, je crois. Avant même l'indépendance, c'était Congo belge. C'était Congo avec ces. Je ne sais pas. Si vous avez des faits, vous avez votre ordinateur, si vous pouvez le projeter. Ou même avec les temps, moi personnellement, je suis intéressé à ce que vous dites là. J'aimerais vraiment avoir des faits. Les faits, sur les francs-maçons qui sont intervenus directement au Congo, et des deux, il y a, vous avez fait quelque chose, vous avez transposé ce que Honoré Mbanda avait dit sur les Banyamulenge et tout ça. Vous avez donné des chiffres, 45 000 passeports, vous avez des faits. Scientifiquement parlant, des faits, je veux voir des faits. Et puis l'apparition de l'homme, tout ça. Parce que j'ai aussi d'autres versions que j'aimerais aussi vous prononcer une fois. Plus tard, on pourrait discuter. Mais pour l'instant, j'aimerais vraiment que vous nous dites, avez-vous des faits scientifiques qui supportent l'égrégore Congo et l'égrégore du monde? Merci. Ce livre-là, comme l'égrégore du monde, vous avez feuilleté, vous avez lu, mais ce livre peut devenir un bien dans votre maison, une richesse. Si vous voulez en avoir, ça ne coûte pas beaucoup, c'est 30 € seulement aux 420 rand. Tout de suite là, celui qui peut acheter, il peut le voir derrière là-bas pour en avoir. Il n'y a pas de souci, si ce n'est pas tout de suite là, à tout moment vous avez besoin de livre, appelez-nous et on vous dira comment prendre ces livres. Mais je te dis, parlez-nous des réponses kilométriques, s'il vous plaît. Vous avez 6 minutes pour répondre à toutes les questions qu'on vous a posées, s'il vous plaît. Ce sera difficile en 6 minutes, mais on va essayer. Je réponds à la première question qui m'a été posée par M. Alain Marcel, qui voulait savoir si j'étais humaniste ou panafricaniste. Déjà, c'est renfermé dans un isme, ça c'est, je dirais, c'est la philosophie de 5e, 6e des humanités, je pense. C'est renfermé dans un isme,
c'est se rabaisser soi-même, je pense. Donc, l'humanisme, dans l'approche occidentale, c'est quelque chose qui a ramené, qui nous a rattaché. Je pense que je le développerai quand je répondrai sur les francs-maçons par la question posée par M. Jérôme Koumadja. Quand on parle de l'humanisme, c'est quelque chose qui a voulu dégager les religieux d'une certaine appréhension occidentale. Oui, ceux qui se disent généralement humanistes, ce sont ceux qui embrassent certaines notions qui très peu, bon pas très peu, mais disons, que nous ne maîtrisons pas, que nous n'abordons pas certainement sur le continent africain. Et moi, je pense que je suis le panafricanisme, mais oui, pas dans le sens. À maîtriser, à comprendre, à générer et présenter comme étant des choses qui viennent des sciences un peu bizarres et tout. Moi, je vous confirme, je ne suis pas occultiste, je n'ai jamais traîné dans les sciences bizarres, je ne le fais pas. Tout ce que j'ai connu, je le fais comme vous et nous, en travaillant durement, en étudiant, en observant, en croisant aussi certaines données qui étaient déjà connues pour essayer d'en donner un sens. Voilà ce que j'ai fait. Donc il n'y a rien d'occulte dans ce que j'ai fait. Et d'ailleurs, le mot occulte a un sens péjoratif chez les Congolais. Quand on dit occulte, ça veut dire que ce sont des fétiches. Mais dans le vrai français, occulte veut dire caché. Et pourquoi on dit caché? C'est-à-dire que des connaissances qui sont vitales ne sont pas des connaissances qu'on donne à n'importe quelle personne. Il y a des personnes, dans chaque génération, il y a des personnes qui sont désignées pour acquérir ces genres de connaissances. Parce que ces connaissances-là servent à la survie. C'est ça la première mission des Congolais, c'est de conserver la vie. Et lorsqu'on dit l'homme africain serait né du singe, c'est juste parce que Charles Darwin, pour ne pas le citer, qui a parlé de la théorie de l'évolution, était un ignorant. C'est bizarre à dire. Dans la présentation, M. Fiston Pelende a dit que j'avais commencé par présenter mes travaux en Occident avant de venir en Afrique. Ce n'était pas parce que je pensais que l'Afrique était moins importante, non, loin s'en faut. Mais c'est parce que tout en étant en Occident, j'avais compris quelque chose. Lorsque les Africains découvrent des choses, la première chose qu'ils font, ils viennent en Afrique. Et du coup, l'Occident prend le temps de dénigrer cela pour dire que voilà, ce sont des choses qu'il présente à ses frères parce que là-bas, le niveau d'études est bas, les gens vont gober n'importe quoi. Ils partent sur ces raisonnements-là. Malheureusement, nous cautionnons ces genres de âneries. Nous avons commencé en Occident parce qu'on se disait, ces découvertes, on va nous confronter aux gens qui pensent détenir certaines vérités. Et on va essayer de vérifier ces faits, si ce sont des faits qui sont établis, avérés ou pas. Donc, commencer des vernissages en Occident, c'était pour cette raison-là, principalement. Et deuxièmement, pour revenir à ce que je disais, dès le moment où on nous dit nous sommes descendus du singe, c'est fait à dessein, l'objectif étant de nous cantonner dans le rôle de gens qui n'auraient rien apporté à la société humaine. Mais aujourd'hui, je vous ai dit, je suis en train de parler, les langages articulés tels que je suis en train de les parler, c'est une invention de nos aïeux. Comment c'est arrivé? Parce que l'homme qui trouve son origine dans cet univers sur la planète Terre, en venant de l'étoile Sirius, avait besoin d'apprendre. Et il n'y a pas un endroit plus important pour l'humain que la forêt. Parce que quand
On prend un exemple comme ça au hasard. Vous venez d'arriver sur une planète où il n'y a ni champ, il n'y a ni cabane, il n'y a pas de route, il n'y a rien. Comment vous faites pour survivre, pour rester en vie? Parce que vous êtes humain, l'humain a besoin de se nourrir. Il faut trouver la nourriture. Voilà pourquoi l'humain est apparu dans la forêt. Pourquoi la forêt? Parce que dans la forêt, vous n'avez pas besoin de trop chercher, il y a des fruits. Et quand il y a des intempéries, il y a des pluies, vous pouvez vous abriter sous des arbres. Et en plus de cela, l'homme a appris des animaux. Ça, c'est une vérité, ce sont des faits historiques avérés. Dans le monde scientifique, c'est connu. Nous avons appris des animaux. Lorsque, par exemple, vous êtes en forêt, tout en état humain, et que vous voyez les singes fuir, monter sur les arbres, vous vous dites certainement il y a un danger. Et quand ils voient un danger, ils émettent des cris. Et l'ensemble de ces cris-là produisent des sons. Et en additionnant des sons, on arrive au langage articulé. Voilà comment l'homme a parlé. Aujourd'hui, lorsqu'un enfant naît dans nos maternités, il n'y a aucun enfant qui naisse et qui commence directement à parler. Donc il y a tout un exercice, il y a un processus qui s'est étalé sur plusieurs... c'est nous qui avons donné cela, le langage articulé par exemple, à la communauté humaine. Donc c'est hyper important que nous ne nous rabaissions pas et que nous puissions enseigner cela à nos enfants, aux enfants de nos enfants, pour que ces vérités ne soient pas méconnues. Et au-delà de cela, je vous avais parlé des 4 gardiens du ciel tout à l'heure, je vous ai parlé de la bipédie, le fait que les humains marchent sur le deux membres inférieurs, le membre postérieur, les jambes et tout en s'étant droit. Ce sont des caractéristiques que nous avons développées. Mais lorsque vous lisez Charles Darwin, qu'est-ce qu'il dit? Il dit l'humain est sorti de la forêt pour venir conquérir la savane lorsqu'il s'est mis debout tout en observant dominer les herbes hautes. C'est comme qui dirait les lions, voilà. C'est comme qui dirait que les lions, les guépards, tout ce que nous connaissons comme animaux dans la forêt qui étaient avec nous, pour ainsi dire, n'ont toujours pas découvert qu'il y avait les herbes hautes. Ce sont ces genres de bêtises que nous devons combattre. Et lorsque nous revenons maintenant au Congo, je suis parti vraiment de la Genèse pour nous faire entrer dans une histoire qui sera éternelle en réalité. Ça veut dire que le peuple Congo, qui est le peuple de la création, a quelque chose de spirituel. Et négliger cet aspect, c'est négliger la seule force qui peut nous permettre de sortir du marasme dans lequel nous nous trouvons. Depuis la nuit des temps, lorsque les explorateurs sont arrivés, ils sont arrivés avec l'évangélisation. Vous ne vous êtes peut-être jamais posé la question, pourquoi les gens qui veulent conquérir un territoire, normalement ils doivent venir avec des armes, des chars, des armées, mais ils ne l'ont pas fait ainsi. Ils ont commencé par évangéliser, donner d'autres connaissances qui n'avaient rien à voir avec ce que nous avions toujours connu. Et l'étude sur nos peuples s'est réalisée sur plus ou moins 4 siècles. Ce sont des choses que nous devrions enseigner à nos enfants et aux enfants de nos enfants. Les explorateurs ont mis 4 siècles pour étudier notre peuple, étudier nos caractéristiques, comprendre comment nous gérer. Et c'est au cours de ces études qu'il y a eu maintenant la colonisation. Ils n'ont pas commencé directement par nous coloniser. Ils devaient habiter avec nous pour comprendre les caractéristiques de chacun des territoires qui composaient nos espaces, des particularités que nous avions les uns par rapport aux autres. Et à la fin de toutes ces études, ils ont créé le Congolais avec la lettre C.
Je vous avais posé la question et je n'ai pas voulu répondre parce que je voulais arriver à la différence entre l'écriture d'un Congolais avec la lettre K et un Congolais avec la lettre C. Aujourd'hui, nous avons des smartphones, donc c'est beaucoup plus simple pour nous à comprendre. Congo, c'était le nom que nos ancêtres invoquaient pour dire ce que nous appelons aujourd'hui communément Dieu. Lorsqu'on ne parlait pas français, on ne pouvait pas dire Dieu parce qu'on ne connaissait pas ces mots. Donc pour prier une force qui était supérieure à nous autres, qui commandait à notre destinée, les anciens l'appelaient Congo. Et comme ils étaient dans le symbolisme, ils ont cherché un animal qui pouvait correspondre aux caractéristiques de ce qu'ils voyaient dans la gouvernance de la nature. D'où les symboles du léopard. Et aujourd'hui, ça c'est pas une anecdote, mais c'est quelque chose de très important. Je suis arrivé, c'était pas prévu que je m'habille tel que je suis habillé. J'avais prévu ce que je devais porter, j'arrive, je vois monsieur Fiston Pelende, et il me dit, j'ai un cadeau pour vous. On n'en avait pas parlé, je ne le savais pas. Il m'a donné la chemise que je porte. C'est la maison Twins Family. Je l'ai dit pour que ceux qui suivront la vidéo ou ceux qui sont ici, s'ils ont aussi la capacité de pouvoir aider cette entreprise, c'est une entreprise congolaise, congolaise et nos frères congolais qui sont installés ici en Afrique du Sud et qui essayent de travailler. Au lieu de porter des habits qui ne sont pas forcément qui ne sont pas conçus par nos frères, essayons aussi de nous entraider. C'est comme ça que d'autres communautés avancent. Nous ne le faisons pas assez. Moi, le geste m'a touché et je lui ai dit, je le ferai et j'en parlerai. Pas parce que voilà, c'est une chemise, c'est parce qu'il y a un symbole, le symbole du léopard. Je ne sais pas si c'était fait exprès, s'il le savait ou pas. Et moi, quand je l'ai vu, je me suis dit, ça a quelque chose à voir avec les livres en fait, que j'ai écrits. Les livres que j'ai écrits parlent du Congo comme étant les grégores du monde. C'est quoi les grégores? Les grégores en mathématiques, c'est les points. Si vous voulez faire un cercle, par exemple des rayons 50 cm, vous devez pointer un endroit pour que le cercle puisse avoir, à partir de ces points-là, que tous les côtés qui composent le cercle, les points soient à équidistance en réalité, à distance égale. Le point au milieu qui tient tout cela, on appelle ça égrégore. Et moi, dans l'occultisme par exemple, j'ai appris que les